Nord-Vietnam, 1972. À la sortie d'un village, cette unité de combat de jungle vient de tomber dans une embuscade. L'accrochage est violent. Mais heureusement pour ces commandos russes, 2 hélicoptères de combat de l'armée de l'air soviétique patrouillaient dans les environs. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France a accordé l'indépendance à toutes ses colonies d'Asie. Le sud du Vietnam est devenu une république pro-occidentale. Pour réunifier le pays, les Sud-Vietnamiens ont lancé une vaste offensive contre les communistes du Nord avec l'aval des États-Unis. Débordé, le Nord a alors demandé de l'aide à ses puissants alliés, la Chine et l'Union soviétique. Le pays s'est enlisé dans la terrible guerre des Vietnam. Mais tout ceci n'est jamais arrivé. En 1945, la France a refusé l'indépendance à ses colonies d'Asie et bouleversé l'équilibre politique de la région. Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en changer le cours. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Et connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. Vous écoutez L'effet papillon quand l'histoire bascule. Dien Bien Phu, une bataille perdue d'avance. 19 décembre 1946. En réponse à une insurrection, les forces coloniales françaises bombardent la ville d'Hanoï. 7 mai 1954. Après un terrible siège de 56 jours, le camp retranché de Dien Bien Phu tombe aux mains des troupes Viet Minh. 21 juillet 1954. La signature des accords de Genève met fin à la guerre d'Indochine et à la présence coloniale française en Asie. Ces 3 événements, intimement liés, sont des moments clés de la guerre d'Indochine qui mènent à l'indépendance puis à l'unification du Vietnam. 5 octobre 1945, port de Saïgon, Indochine française. Envoyé à des milliers de kilomètres de Paris qu'il a libéré du joug nazi quelques mois plus tôt, le général Leclerc débarque dans cette lointaine colonie du sud-est asiatique. Ce héros de la Seconde Guerre mondiale, homme de confiance du général de Gaulle, a reçu pour mission de rétablir la souveraineté coloniale française. Pour la France, perdre l'Indochine n'est pas une option. Créée à la fin du XIXe siècle, cette colonie rassemble sous administration française la Cochinchine, le Cambodge, l'Annam, le Tonkin et le Laos. L'Indochine est une colonie d'exploitation qui permet d'accéder au marché chinois. Les colons français, en forte minorité, emploient massivement une main-d'œuvre bon marché. L'essentiel de la production de riz, de thé, d'opium et surtout de caoutchouc est expédié à la métropole. Pour domestiquer le pays, on couvre le territoire de ponts, de routes, de chemins de fer, mais aussi d'hôpitaux et d'écoles. L'administration coloniale peut bientôt compter sur de nombreux cadres vietnamiens, parlant parfaitement le français. Certains font même leurs études à Paris avant de rentrer au pays pour y occuper un poste de fonctionnaire. Au contact des milieux intellectuels occidentaux, ces étudiants vietnamiens reviennent chez eux les bras chargés d'idéaux marxistes et de valeurs démocratiques, la tête pleine de rêves d'indépendance. L'un d'eux se fait bientôt appeler « celui qui éclaire ». En vietnamien, Ho Chi Minh. Il incarne la lutte anticoloniale. En 1941, il fonde le Front pour l'indépendance du Vietnam, le Viet Minh, dont il devient le leader. Entre-temps, la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Les Japonais ont lancé une grande campagne de conquête. Les rares troupes coloniales françaises n'ont pu leur opposer qu'une résistance symbolique. L'Indochine passe sous contrôle impérial japonais. Mais les bombardements atomiques changent la donne. Le Japon, terrassé, capitule le 2 septembre 1945. Aussitôt, Ho Chi Minh saisit sa chance. Il s'empare du pouvoir et proclame l'indépendance du Vietnam. Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Tous les événements de notre histoire, aussi infimes soient-ils, y sont mémorisés et interconnectés. Il suffit d'en changer un pour bouleverser tous les autres. Ici,
nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements pour réécrire l'histoire à l'infini. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'équilibre des forces a été bouleversé. L'Europe est en ruine. L'Union soviétique et les États-Unis sont les nouveaux maîtres du jeu. Une partie de l'état-major français comprend qu'une guerre est trop risquée et qu'il faut négocier. C'est le rapport que fait le général Leclerc à De Gaulle, qui semble hostile à un nouveau conflit. Mais le chef du gouvernement provisoire démissionne. Leclerc se retrouve alors seul face au haut-commissaire pour l'Indochine, d'Argentlieu, convaincu que la colonie doit être conservée par la force si besoin. Et nous arrivons ici à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire où notre monde peut basculer d'un côté ou de l'autre. Si les recommandations de Leclerc avaient été suivies, la France ne se serait vraisemblablement pas engagée dans une guerre et aurait amorcé un processus d'indépendance. Le Vietnam du Nord d'Ho Chi Minh serait certainement devenu communiste. Le Vietnam Sud aurait peut-être tenté de réunifier le pays. Sa jeune armée, encadrée par des militaires occidentaux, se serait facilement débarrassée des miliciens alors peu aguerris et sous-équipés du Viet Minh. On peut dès lors imaginer une intervention militaire de ses alliés communistes, la Chine de Mao et surtout l'Union soviétique. Les États-Unis ne se seraient jamais engagés dans la guerre du Vietnam. « 1950. Route coloniale 4. Située au Tonkin, à l'extrémité nord de l'Indochine, elle serpente dans la jungle le long de la frontière chinoise. Tous les jours, profitant de la faiblesse du dispositif français, des combattants Viet Minh vont et viennent clandestinement entre les deux pays. La Chine de Mao héberge de nombreux camps d'entraînement militaire Viet Minh, fournit un armement moderne et offre si besoin l'asile. Une précieuse base arrière. Cette route, les soldats du corps expéditionnaire français la surnomment la route sanglante. Dès les premiers combats, les commandants Viet Minh ont très vite compris qu'ils étaient incapables d'affronter la puissance de feu des troupes françaises. En revanche, le large soutien de la population du Nord et leur excellente connaissance de ce territoire de montagne et de jungle leur a offert, dès le début, les conditions parfaites pour mener des actions de guérilla. Si les Français tiennent solidement les villes, eux contrôlent rapidement les campagnes. Puis, commandés par des généraux brillants, comme le général Giap, les troupes Viet Minh commencent à remporter des victoires. Lors de la débâcle de Cao Bang, les Français découvrent une armée Viet Minh entraînée, équipée, capable de s'adapter à la guerre moderne. Dès 1950, le conflit s'inscrit dans un nouveau contexte, plus large, mondial, celui de la guerre froide. Il ne s'agit désormais plus d'une guerre coloniale, mais d'un bras de fer entre puissances communistes et capitalistes. Pour ces dernières, si le Vietnam bascule, ce sera ensuite au tour du Laos voisin, puis du Cambodge, jusqu'à ce que toute l'Asie du Sud s'écroule, comme une série de dominos. En conséquence, à partir de 1952, les États-Unis contribuent pour moitié à l'effort de guerre français. Mais malgré les victoires françaises et les terribles pertes infligées aux Viet Minh, le conflit piétine, s'enlise. Les armées Viet Minh, soutenues par la Chine, sont constamment réapprovisionnées et dotées d'armes lourdes et modernes. En France, ce lointain conflit est au mieux ignoré, au pire vu comme une sale guerre. Le gouvernement sent que ce conflit ne peut plus être gagné. Il va falloir négocier. Mais pour le faire en position de force, les deux camps veulent une victoire nette et décisive. Pour provoquer l'ennemi dans un affrontement direct, l'état-major français planifie alors
l'installation d'une grande base fortifiée en plein cœur de la zone contrôlée par le Viet Minh, près du village de Dien Bien Phu. Les guerres asymétriques. Le général Giap est un adepte de la tactique de guérilla. Guerre psychologique, raids éclairs, embuscades, attaques nocturnes de postes isolés, puis dispersion dans la forêt et dissimulation au milieu de la population civile. Il évite les affrontements directs et attaque, par surprise, les points faibles. Son objectif est parfaitement clair, chasser l'envahisseur. Le corps expéditionnaire français, lui, compte moins de 200 000 combattants, répartis en unités dispersées, effectifs suffisants pour tenir les villes et les routes, mais trop faibles pour quadriller le pays. Les Français se retranchent et comptent sur leur puissance de feu dans des combats frontaux. Souvent, ils ne parviennent pas à distinguer les insurgés des simples civils. Ils ne savent pas sur qui tirer, ni d'où va venir le danger. C'est ce qu'Ho Chi Minh théorise par le combat du tigre contre l'éléphant. Lorsque l'on ne peut ni localiser ni identifier son ennemi, la puissance de feu ne sert à rien. « 20 novembre 1953, 7h20. Base aérienne d'Hanoï. Sur la piste, le chef de bataillon Bijard vient de recevoir le feu vert pour le déclenchement de l'opération Castor. D'ici quelques heures, lui et ses hommes seront largués avec la première vague au-dessus de la plaine de Dien Bien Phu pour en prendre possession par la force. Après des premiers combats furieux, les bataillons parachutistes français tiennent bientôt la plaine. Dès le 25 novembre, l'ancienne piste d'aviation japonaise datant de la Seconde Guerre mondiale est remise en service. Aussitôt, un intense pont aérien se met en place, acheminant à Dien Bien Phu renforts, artillerie et de quoi transformer la plaine en une solide base opérationnelle. Cette grande vallée de 7 km de large sur 17 km de long est entourée de monts culminant à plus de 1200 mètres. Au centre, des collines offrent une excellente défense naturelle et un bon point de vue sur les alentours. L'état-major français en fait le centre de gravité de sa défense. Au cœur, l'aérodrome, vital pour le ravitaillement du camp, et à la périphérie, des points d'appui fortifiés. Conçus pour se soutenir les uns les autres en cas d'attaque, les fortins reçoivent des indicatifs féminins. Gabrielle, Béatrice, Isabelle ou Eliane. La réussite du plan repose sur l'incapacité de l'ennemi à acheminer de l'artillerie lourde dans ce type de région montagneuse privée de route. Et si par miracle l'adversaire parvenait à rassembler quelques canons, le chef de la contre-batterie française assure que ses propres pièces les réduiraient aussitôt au silence. Sous réserve du maintien du pont aérien, les unités françaises se sentent de taille à repousser n'importe quelle vague d'assaut de l'infanterie ennemie. Et justement, les renseignements annoncent une forte activité chez l'ennemi. Tous ces régiments semblent converger sur Dien Bien Phu. Le général Giap, à la tête des armées Viet Minh, s'apprête à attaquer en force. Le colonel de Castries, commandant de la base, l'attend de pied ferme. Dien Bien Phu est à 300 km d'Hanoï et perdu en pleine jungle montagneuse. Impossible pour l'armée française d'y accéder à pied. Mais pas pour le Viet Minh. À l'aide de dizaines de milliers de civils, le général Giap fait aménager des centaines de kilomètres de route. Sur des bicyclettes ou à bord de camions fournis par l'Union soviétique, il fait acheminer des milliers de tonnes d'armes et de munitions au nez et à la barbe des avions de reconnaissance français. Des canons lourds chinois, démontés, sont hissés à la force des bras sur les montagnes qui entourent Dien Bien Phu. Giap les fait ensuite remonter et installer à flanc de colline, enterrés dans des abris soigneusement camouflés à portée de tir de l'aérodrome. Sur les hauteurs entourant la base, il déploie des divisions entières de canons anti-aériens prêts à libérer un déluge de feu sur l'aviation française.
À la veille de la bataille, le général nord-vietnamien dispose de plus de 30 000 soldats bien armés et d'une artillerie considérable. Son objectif prioritaire sera de couper la ligne de ravitaillement adverse en tirant sur l'aérodrome. Plus important, l'état-major français, au courant de ces manœuvres, n'a pas prévenu le camp retranché. De Castries, commandant de Dien Bien Phu, n'a donc pas eu connaissance des forces réelles de l'ennemi. Il n'a pas pu s'adapter à l'évolution de la menace. Nuit du 13 mars 1954. Point d'appui, Béatrice. Les derniers légionnaires encore en état de se battre se préparent à un baroud d'honneur. Depuis la fin de l'après-midi, des milliers d'obus sont tombés sur leurs positions et ont matraqué ces soldats d'élite, détruisant leurs fortifications, leur artillerie et tuant leurs chefs. Puis, par vagues successives, l'infanterie ennemie a chargé, encore et encore, ignorant ses propres pertes, jusqu'à ce que les bunkers français tombent les uns après les autres. À l'aube, malgré une résistance acharnée à 1 contre 12, le drapeau français ne flotte plus au-dessus du fort. Et pourtant, ce point d'appui était tenu par l'élite de l'armée française. Le lendemain, Gabriel tombe à son tour, écrasé par un tir de barrage impitoyable, puis submergé par un flot continu de soldats ennemis. Le constat est implacable. L'ennemi dispose d'une solide artillerie et le chef de la contre-batterie française se révèle incapable de la faire taire. Rongé par le déshonneur, il se suicide. L'aviation française, colonne vertébrale de la victoire, se révèle trop peu nombreuse et gênée par les conditions climatiques catastrophiques autant que par les nombreux canons anti-aériens disposés sur les hauteurs. Après seulement 3 jours de combat, toute la stratégie française s'effondre. La piste est sous le feu direct des canons Viet Minh. À moins d'un miracle, la bataille est déjà perdue. Rapidement, plus aucun avion ne peut atterrir. Les renforts et les ravitaillements ne peuvent plus se faire que par parachutage. Les pilotes prennent tous les risques pour aider leurs camarades au sol. Ils savent que le camp retranché ne peut tenir que sous perfusion et voient de leur cockpit son périmètre défensif se réduire de jour en jour. Les tranchées Viet Minh se rapprochent inexorablement du centre névralgique français. L'état-major expédie tous les renforts disponibles à bord des avions encore en état de voler. Il sait pourtant que ces hommes risquent d'être sacrifiés pour rien. À Hanoï, on lance un appel aux volontaires. Les candidats se bousculent, dont plusieurs n'ayant jamais combattu ou sauté en parachute. Pourtant, ces hommes savent que la bataille est déjà perdue et qu'ils vont atterrir en enfer et certainement y mourir. Mais on n'y va plus vraiment pour la France et encore moins pour l'Indochine. On y va pour l'honneur, pour ses frères d'armes, pour les copains. Sur place, la situation est de plus en plus critique. Dominique tombe à son tour. Les Français multiplient les contre-attaques héroïques. Mais les soldats Viet Minh, malgré des pertes effroyables, se révèlent d'une combativité à toute épreuve. La bravoure, comme la mort, fait partie des deux camps. L'hôpital de campagne croule sous les blessés. Les pluies diluviennes transforment les tranchées en torrents de boue. Le site est couvert de cadavres. La France sollicite un soutien aérien des États-Unis. Mais malgré 2 porte-avions dans la région, les bombardiers américains ne sortiront pas de leur hangar. Au 1er mai, les soldats français valides attendent l'attaque générale des quelques 25 000 hommes de l'armée Viet Minh. Le 4, Huguette tombe. Les rescapés se battent dos à dos, souvent à l'arme blanche. Sous une pluie d'obus et les rafales des mitrailleuses lourdes, les Français s'accrochent à Eliane. Le 5, ils sont à peine 2000 à pouvoir encore tenir debout. Le 6, dans la soirée, une énorme explosion souterraine détruit le centre de commandement d'Eliane 2.
certains bastions ne sont plus défendus que par des blessés. Le lendemain, à 16h, De Castries annonce à la radio que l'ennemi est sur le point de pénétrer dans le fortin central. À 17h30, la place forte cesse le combat. Dien Bien Phu est tombé. Une victoire française à Dien Bien Phu était-elle possible? Difficile à savoir, mais pour vaincre, il aurait fallu stopper les autres opérations en cours et jeter toutes les forces françaises dans la bataille. Dien Bien Phu n'était pas une erreur stratégique en soi, mais semble avoir été au-dessus des moyens opérationnels français. Le général Giap, lui, se battait pour libérer son pays. Il a tout misé sur ce combat. Avant Dien Bien Phu, le Viet Minh était pourtant presque au bord de la rupture. Après les derniers combats, sévères et coûteux en hommes, certains commandants envisageaient même de se replier temporairement en Chine. Mais Giap a réquisitionné toutes les unités combattantes, même celles affectées à la protection du gouvernement. À Dien Bien Phu, au plus fort des combats, les Français multiplient les coups d'éclat audacieux et reprennent de nombreux points d'appui. Mais sans renfort, ils sont constamment contraints d'abandonner le terrain chèrement conquis, aussitôt réinvesti par le Viet Minh. Les témoignages de soldats racontent que pour chaque ennemi abattu, il en arrive 2 autres. Dans ces conditions, Dien Bien Phu devient rapidement une bataille perdue d'avance, dans une guerre perdue d'avance. « 11 000 prisonniers. Les plus chanceux, les blessés graves, ont été évacués par la Croix-Rouge. Pour les autres, c'est le début d'un nouvel enfer. À bout de force, après 56 jours de combat, ils vont devoir marcher plusieurs mois à travers la jungle pour rejoindre de lointains camps de prisonniers et de rééducation politique. Plus de 60% d'entre eux n'en reviendront jamais, morts de faim, de maladie ou de misère physiologique. Après 7 années d'une guerre impopulaire, la France renonce. Le 21 juillet 1954, la signature des accords de Genève met un terme à la guerre d'Indochine et à la présence coloniale française. Les accords prévoient la séparation du Vietnam en 2 zones. République démocratique du Vietnam au nord, sous influence communiste, et République du Vietnam au sud, en attente d'élection. Mais les accords ne seront jamais ratifiés. La guerre reprend aussitôt entre les 2 Vietnams, mais cette fois sans la France. Devant la menace communiste, les États-Unis sortent de leurs réserves et entrent dans la danse. Leur action, d'abord limitée à une aide économique et matérielle, se transforme progressivement en aide militaire, puis en envoi massif de troupes. C'est le début de la seconde phase du conflit vietnamien, celle que l'on appelle la guerre du Vietnam. En 10 ans, les Américains y largueront 2 fois plus de bombes que l'ensemble des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ceci est une autre histoire. En France, la chute de Dien Bien Phu a globalement été accueillie avec soulagement. Cette guerre était tout simplement considérée comme illégitime, voire immorale par une partie de la population. Les soldats du corps expéditionnaire étaient des soldats de métier. Certains les ont considérés comme des mercenaires qui méritaient leur sort. De retour au pays après l'enfer de la guerre, certains vétérans se sont même fait caillasser par des militants communistes farouchement opposés à la guerre. Pour retrouver du travail, avoir fait l'Indochine était problématique. La forte présence d'anciens soldats allemands et même d'anciens SS au sein des régiments d'élite de la Légion étrangère a contribué à cette méfiance de la population envers sa propre armée. Pourtant, qu'ils soient légionnaires, tirailleurs nord-africains ou parachutistes des troupes coloniales, ce ne sont pas eux qui ont décidé de jeter leur pays dans cette guerre. Cette décision a été prise à Paris par des hommes politiques à la tête de l'État. De leur côté, face à un ennemi puissamment armé, les Vietnamiens ont su trouver le point faible. Le tigre a battu l'éléphant.
Au cours de près de 30 ans de guerre, ce modeste pays d'Asie a vaincu la France, puis les États-Unis, pour enfin gagner sa liberté. Vous venez d'écouter L'effet papillon quand l'histoire bascule. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. L'effet papillon quand l'histoire bascule est une série de podcasts coproduite par Initial Studio, Madfilm et Triary Prod, adaptée de la série documentaire audiovisuelle Point de repère, coproduite par Madfilm et Triary Prod, créée par Pierre Lergenmüller et Jean Marr, et écrite et réalisée par Pierre Lergenmüller, avec les voix de Michel Roy et Karine Pinotto. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.